L'électricité occupe une place de choix dans notre quotidien. Sa gestion efficiente est un facteur d'atténuation des montants consommés. À suivre dans ce journal des astuces sur la bonne méthode pour rationner son compteur. La chronique culture de ce soir nous amène à la découverte de la danse Sindia, une danse coutumière du village de Solenta, commune de Walia dans le secteur de Bafouabé. Elle s'effectue lors des cérémonies traditionnelles. À suivre en fin d'édition. Vous êtes sur ORTM2 et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette nouvelle sportive, Afro-Basket des moins de 16 ans filles à Monastir en Tunisie. Le Mali remporte le trophée devant l'Égypte 57-56. C'est la 8e fois d'affilée que les filles s'offrent la médaille d'or dans cette catégorie. Donc, félicitations aux aigles du Mali. Je vous le disais tout à l'heure, une gestion efficiente de l'électricité est le premier facteur d'atténuation des montants que les utilisateurs injectent. Pour atteindre cet objectif, chaque utilisateur se doit de prêter attention aux moindres détails. Par exemple, dans certaines maisons, les appareils électroniques sont souvent branchés sans raison valable. Un état de fait parmi tant d'autres qui engendre des coûts supplémentaires. Oumar Enza Traoré nous donne des astuces sur la bonne méthode pour rationner son compteur. Il n'y a pas de développement sans électricité. Malgré les efforts déployés par les plus hautes autorités dans ce secteur, le gaspillage de l'électricité dans les maisons, tout comme dans les services, entraîne d'énormes difficultés. Des appareils électriques comme la télé, l'ordinateur, le téléphone portable, entre autres, sont souvent branchés sans aucune nécessité. Il faut éteindre les appareils quand vous n'avez pas besoin de leur fonction tout de suite. Il faut les éteindre et débrancher les appareils quand vous voulez vous absenter. Ça y va pour la consommation et pour la sécurité. Selon nos interlocuteurs, la fourniture de l'électricité au profit de tous ceux qui sont dans le besoin nécessite un changement de comportement des consommateurs. Pour ça, d'abord, pour un premier temps, il y a le réglage du compteur. Normalement, les lampes témoins là, qui sont sur les horloges ne doivent pas consommer. Mais on constate aujourd'hui, quand tu branches le horloge, qu'il y a quelque chose dedans ou pas, les lampes témoins qui te montrent que l'électricité existe, consomment. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est quoi? Par exemple, je prends l'exemple sur le frigo. L'utilisation du frigo peut faire que la consommation va augmenter. Le frigo peut marcher toute la nuit. Le matin, vous pouvez constater vous-même, quand vous passez derrière le frigo, il n'y a pas de bruit. Mais une fois que tu ouvres le frigo et tu le refermes, tu vois qu'il y a le bruit du moteur. C'est comme un étouffement. Vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur portable ou votre téléphone. Et la télé est en train de jouer. Vous pouvez mettre la télé en veille. Vous mettez la télé en veille. En cas de besoin, vous pouvez la relancer avec votre télécommande. Mais si vous voulez sortir, il faut la débrancher. Vous l'éteignez, vous débranchez. Les chargeurs de téléphone, des mesures de consommation, il faut les débrancher. Quand vous n'avez pas besoin, débranchez-les du secteur. Parce qu'ils sont constitués de petits diodes, des transistors, des condensateurs. En cas de fluctuation élevée, il peut péter. Et quand il pète, ça crée une masse. Ça accélère le compteur. L'hypothèse avancée par bon nombre de techniciens est que la consommation irrationnelle de l'électricité est à l'origine du coût exorbitant des factures d'électricité. Autre aspect évoqué, c'est surtout la mauvaise qualité des appareils électriques. Le chauffe-eau électrique est un appareil électroménager de plus en plus utilisé par bon nombre de personnes dans les familles et dans les bureaux. La grande sollicitation de ce type de matériel réside dans la facilitation qu'il accorde aux utilisateurs. Mais attention, l'appareil est un couteau à double tranchant car provoquant
Des incidents graves. Plusieurs facteurs expliquent ce genre de dégâts et c'est avec Kadijatou Kamisoko. Comme son nom l'indique, le chauffe-eau fait partie des matériels indispensables dans un foyer et d'autres lieux. Utilisé au quotidien, le chauffe-eau électrique offre un maximum de confort. Une fois branché, il est totalement autonome. Avant d'entrer dans les causes et dégâts d'un chauffe-eau, vous devez d'abord comprendre comment il fonctionne. Si tu as besoin de l'eau chaude rapidement, le chauffe-eau est très efficace. Pour ça, plus que le charbon et le gaz. Donc c'est un appareil électrique très efficace. Souvent, Chauffer de l'eau avec du bois de chauffe ou du charbon, ça prend vraiment du temps. Par contre, le chauffe-eau est très rapide si vous avez de l'électricité chaude. Saviez-vous que des incendies sont parfois possibles avec le chauffe-eau? Si tu le branches, tu dois énormément faire attention pour y veiller. Vraiment, il faut prendre le maximum de précautions. Le chauffe-eau cause trop de dégâts. Par exemple, il y a des gens qui les mettent à la portée des enfants pour qu'ils aillent les brancher. Les conséquences du chauffe-eau sont énormes. Quand on les branche, il faut toujours vérifier s'il y a de l'eau dedans, car ça peut provoquer un incendie. La meilleure précaution que vous pouvez prendre pour éviter l'irréparable avec le chauffe-eau, c'est de régler sa température, d'apprendre à l'utiliser et ne jamais le laisser à la portée des enfants. Après la fermeture des classes, certains élèves s'orientent vers l'apprentissage coranique. Ces établissements qui diffèrent plus ou moins des madrasas leur donnent un enseignement leur permettant de s'approprier les notions essentielles de la prière, atmosphère de certains centres dans ce reportage de Bakari Kabadjakite. Les vacances sont des moments de repos qui permettent aux élèves de prendre un temps pour se divertir afin que l'esprit puisse se relaxer. Ce temps constitue une réelle opportunité pour de nombreux élèves d'apprendre quelques sourates et les préceptes de l'islam avant l'ouverture. Ici, à Amdalaï, les élèves viennent apprendre le Coran auprès de ses maîtres coraniques. Pendant les vacances, les élèves viennent le matin à partir de 9h30 jusqu'à 11h. À la reprise des cours, les enfants retournent à l'école. Les enfants apprennent le Coran. Après cette phase, ils vont s'intéresser à d'autres livres. Les élèves sont déjà là à Bolibana pour apprendre le Coran. Nous avons les arabophones et les francophones chez nous. On veut vulgariser la religion afin que les gens prennent au sérieux les études coraniques. Quand un enfant mémorise la Fatiha et quelques sourates, il y aura d'énormes récompenses. Son maître et ses parents bénéficieront de cet avantage. Des difficultés existent dans ce travail, à en croire ses enseignants. Quand les autres finissent de manger, ce sont les restes de ces nourritures que les enfants nous ramènent. Donc on mange comme ça et on a cette difficulté. On souhaite avoir des vêtements, des vivres, des abris, des moustiquaires, comme nous sommes en début d'hivernage. Le lieu n'est pas spacieux et surtout que nous sommes en période d'hivernage. En cas de pluie, on n'a aucun lieu pour nous mettre à l'abri. On ne dispose pas de table-banc, de planchettes pour les enfants. On a besoin du matériel didactique, des exemplaires de Coran, des livres, des cahiers et des bics. Avec ces moyens, nous aurons moins de soucis. Cette période est saisie par plusieurs parents qui ont compris la nécessité d'inscrire en un laps de temps leurs enfants dans les écoles coraniques à l'image de cette maman. On amène les enfants à l'école coranique pour qu'ils ne se promènent pas en ville. C'est important de chercher à connaître la religion depuis l'enfance. C'est la raison pour laquelle que nos enfants sont inscrits ici avant qu'ils ne soient majeurs. Ces enfants viennent apprendre quelques sourates et autres aspects de la religion musulmane. Et cela avec l'accompagnement de leurs parents. Après les vacances, je viens pour apprendre. Je demande aux enfants de venir étudier à l'école coranique. Je prie pour mes parents et pour mon maître. Il est important d'envoyer les enfants apprendre le Coran et autres pratiques de la religion musulmane. Une façon de montrer à tous les fidèles
de manifester leur attachement à ce livre sacré. Sur un tout autre sujet, si l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, cette couche doit être bien éduquée pour combler cet espoir. Hélas, le contraire se produit souvent. L'illustration parfaite en est des cas d'assassinat perpétrés dans un passé récent à Irimadio et Sénou. Certaines personnes pointent un doigt accusateur sur la consommation des stupéfiants. Oumar Enza Traoré nous en dit plus. L'avenir d'un pays repose impérativement sur sa jeunesse. Malheureusement, de nos jours, force est de constater que beaucoup de jeunes tombent dans la consommation des stupéfiants. Un comportement dangereux qui n'est pas sans conséquences. Comme conséquence, comme vous l'avez dit, elle peut être synonyme de souffrance, de marginalisation, d'exclusion et des risques sanitaires. Elle peut affecter la santé mentale, physique et sociale de l'individu et de l'ensemble de la société. Elle peut également entraîner une augmentation de la violence, des accidents de la route, des maladies infectieuses comme le VIH, l'hépatite et des coûts économiques exorbitants. Face à cette situation, d'aucuns pensent qu'une campagne d'information et de sensibilisation s'avère nécessaire. La consommation de la drogue affecte le mental du jeune consommateur. Alors, ça peut lui causer des problèmes de santé mentale. Et une fois ces problèmes déclarés, il devient incapable d'assumer les responsabilités. Tel qu'au niveau de l'école, alors, il va avoir un régressement. Alors, au niveau, s'il travaille, il va avoir un régressement au niveau des services. Alors, il va commencer à commettre des erreurs, des fautes, et jusqu'à la perte de son emploi. Alors, s'il tombe malade, il va engendrer des charges supplémentaires à la famille. Or, en réalité, il devait contribuer à la famille, parce qu'il a reçu des éducations, il a reçu des formations, il a été employé. Alors, au moment où il devait rembourser, au moment où il devait contribuer à sa communauté, en ce moment, la drogue peut affecter son mental et il devient une charge supplémentaire pour la famille et pour la communauté. Et pour l'État qui est obligé de débloquer également des fonds pour les traiter. Les jeunes qui s'adonnent à la consommation des stupéfiants ont très peu de chances d'être récupérés par la société. Toute chose qui nécessite des mesures de répression. Le constat est alarmant et nous interpelle tous à tous les niveaux de responsabilité. Parents, éducateurs, journalistes comme vous et organisations de la société civile. Au regard de nos bilans de saisie de 2022 qui s'élèvent à plus de 35 milliards 600 millions de francs CFA, nous pouvions dire sans risque de se tromper que la toxicomanie, c'est-à-dire la consommation des stupéfiants, est devenue un problème crucial au Mali. Et ça touche toutes les couches, toutes les cultures, tous les âges. En somme, dans un pays, le développement part de la construction de la personnalité des jeunes, donc tout doit être mis en œuvre pour préparer la couche juvénile afin qu'elle tourne le dos à tout comportement dangereux. La chronique culture de ce soir nous amène à la découverte de la danse Sindia, une danse coutumière du village de Solenta, commune de Walia, dans le cercle de Bafoulabé. Elle s'effectue lors des cérémonies traditionnelles. Il s'agit d'une danse gymnastique pleine de signification et la chronique culture, c'est une réalisation de Mariam Koulibaly. C'est autour du fait que les danseurs de Sindia se donnent rendez-vous pour se mesurer. Elle commence par une invitation de deux danseuses qui choisissent minutieusement dans le rang des hommes ce dont elles veulent voir danser. Ceux-ci, après avoir s'exécuté, invitent aussi à leur tour d'autres dans le rang des dames. Et le ton est ainsi donné pour la danse qui demande beaucoup d'acrobatie. C'est une danse qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup de virilité, mais aussi beaucoup de résistance parce que quelqu'un qui n'est pas solide, il peut tomber. Vraiment, c'est la joie, c'est vraiment l'allégresse. On peut remarquer parmi les danseurs et les danseuses, il n'y a pas question d'âge. Parce qu'il y a des gens de plus de 70 ans, des gens même de 80 ans, alors qui dansent en cette occasion. Le Sindia se passe à la place publique appelée Bera, qui donne son nom au groupe de génération qui fonctionne selon une règle.
Une fois l'invitation reçue, celui ou celle qui aura l'audace de refuser d'entrer en jeu se voit systématiquement amendé par l'organisation. Ils peuvent aller jusqu'à vouloir te demander beaucoup de cola ou bien même un bouc. Généralement dansé dans les occasions de réjouissance populaires, le Sindja invite à l'attente et à la cohésion sociale. Généralement, les hommes se mettent d'un côté, alors les filles de l'autre côté, même les dames. Alors, ce sont les dames qui viennent, vraiment en dansant, qui viennent demander aux hommes de rentrer également dans la danse. Et vous voyez, elles viennent 2 à 2 et également les hommes les accompagnent 2 à 2. Bon, c'est une forme polie. Bon, là, en ce moment, on se gêne de ne pas répondre à la demande de danse de l'autre. La priorité reste aujourd'hui la sauvegarde de ces patrimoines, socle de notre souveraineté culturelle. Et c'est sur cette note de musique que nous refermons cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.